Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être présent à ce nouvel épisode. Francis, qu'est-ce qui a marqué ton imaginaire dans l'actualité? Mon imaginaire, tu vois. Mon imaginaire d'économiste, je te dirais, parce que tu m'emmènes là, a quand même été marqué par le fait que, je sais que le prix des logements est élevé au Québec. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais un rapport qui a été publié là, il y a quelques jours montre que, en fait, l'augmentation tranquillement se stabilise. Donc, c'est la moins grande augmentation depuis 2020. Là, tu me diras, ça fait pas une longue période, mais le prix des logements québécois a augmenté seulement de 5,9% l'année dernière. Ouais, c'est ça, comme je te dis, mais en économie, là, on voit quand même que le taux d'augmentation s'aplatit un peu. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, évidemment, la trame de fond de tout ça, Phil, c'est que, les taux baissent actuellement. Le taux directeur de la Banque du Canada baisse. Ça permet d'imaginer que certains développeurs vont peut-être reprendre certains des chantiers, donc créer plus de logements, mettre des mises en chantier et plus d'offres va vouloir... Ça baissera plus, là, ceci dit, mais va vouloir dire moins d'augmentation. Et donc, c'est vraiment ce qu'on cherche actuellement, c'est de trouver une forme de stabilité dans l'augmentation du prix des logements. Mais tu es d'accord avec moi qu'il manque de logements? Il y a une pénurie de logements. Yes. Cette pénurie-là ne semble pas... Elle est toujours relative, la pénurie de logements, Phil. Il n'y a jamais un système dans lequel la moitié des logements sont vides, puis ça se joue à quelques fractions de points de pourcentage. On dit qu'idéalement, il faut chercher autour de 2,5%. Actuellement, on est un petit peu au-dessus de 1. Fait que oui, c'est une pénurie, mais il n'y a pas zéro logement. Il y a toujours 1% des logements qui sont disponibles. Le seul problème, c'est que la femme monoparentale n'est pas matchée avec le penthouse dans le Vieux-Montréal à 4 000 par mois. Et vice-versa. Le propriétaire de Pizza Salvatore, il n'est pas matché avec le demi-sous-sol à 600 dans Hochelaga. Il y a 1% de logements disponibles, mais l'appareillage entre les demandeurs et les offreurs est pas toujours au bon niveau. Puis là, je te parle de prix, mais as-tu envie, toi, d'aller déménager à Sainte-Thérèse ou tu comprends ce que je veux dire? Moi, je parle à des amis qui sont des constructeurs, on va appeler ça comme ça, là, de multi-logements. Ouais. Puis j'en ai pas un qui me dit, vraiment, là, j'en ai pas un qui me dit qu'il n'y a pas un problème avec la municipalité où il veut construire. Il y a ça aussi, mais je pense que c'est une combinaison réglementaire et financier. Puis là, la portion financière est en train de se régler. Puis tranquillement, je vais faire mon optimiste une seconde, Phil, mais je pense que les municipalités sont en train de comprendre le message. Là. On a élu quand même à Longueuil, à Montréal, à Laval, des élus, des maires un petit peu plus à gauche, on va dire, que la moyenne des ours, qui sont rentrés avec des formes idéologiques un peu particulières. Puis là, je pense qu'ils ont essayé des choses. Le 20-20-20 à Montréal, qui a été une catastrophe annoncée, une catastrophe réalisée, puis maintenant une catastrophe annulée, ce qui est quand même la bonne nouvelle. Ils ont prorogé le règlement pour 2 ans, mais si tu veux mon avis, c'est terminé. It's never coming back. Fait que, encore une fois, cette portion-là réglementaire est en train tranquillement de s'amenuiser. Donc, ça devrait, en tout cas, j'ai de l'espoir. Moi, que ça se encore une fois, pas que les prix vont baisser, mais qu'ils vont cesser d'augmenter et que pendant ce temps-là, nos salaires, eux, graduellement progressent d'année en année. Donc, l'abordabilité, comme on l'appelle, va être restaurée. La Société d'automobile du Québec, la SAAQ, va nécessiter 39 millions de dollars additionnels pour son SAAQ. Toi qui fais du logiciel, Phil, là, ça te tentait pas? Ben, moi, c'est surtout le titre de l'article. Selon un expert, c'est normal qu'on ait besoin de 40 millions additionnels pour le fiasco monumental que ça a apporté. C'est sûr que quand, Francis, tu pars un projet il y a 5 ans, OK? Parce qu'il a été parti il y a 5 ans, là, OK? Puis il a pris 5 ans à livrer, OK? Aujourd'hui, là, les technologies, la vitesse à laquelle on crée, OK, du nouveau code, c'est aux 6 mois. Ouais. Alors, il y a 5 ans, ce que tu as pensé faire, 5 ans plus tard, c'est déjà désuet. Puis là, je ne veux même pas tomber dans le système de la santé sur lequel on a investi pas loin de 4 milliards dans un système sous Pauline Marois.
Ça a commencé avec Pauline Marois. Puis le système marche toujours pas. Ça, c'était pas sûr. John A. McDonald ou c'est pas Jean Lesage. Est-ce que le budget est trop élevé, le 40 millions? Non. Mais tu comprends, quand ils vont avoir fini de patcher, il y a d'autres choses qui ne marcheront plus. Mais encore une fois, moi, je suis un consultant en management. J'offre des conseils intelligents, de la gouvernance et de la stratégie au niveau, j'imagine, l'avenir avec mes clients. Mais tu sais, concrètement, ce que je vends, c'est des PowerPoint, des bonnes idées puis des conseils. Toi, tu fais quand même du software là, dans ta journée. Dans ton univers, là, 612 millions de dollars. Là, puis comme je veux pas casser du sucre le film, mais comme, tu sais, mettons, toi, 1 million de dollars, tu fais quelque chose, là, 2 millions, 5 millions. En fait, tu sais, mettons, embaucher des développeurs, ça coûte quoi? 100 000 dollars un développeur? Ça fait 10 ans que je parle de ça. Il y a 10 ans, là, la première chose qui m'avait fait sauter, c'est le ministère de la Justice, qui faisait faire un site web, il y a 10 ans, pour 1 million de dollars. C'est un site informatif. C'est un gros WordPress dans les technologies. C'est un blog géant. Il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas 1 million de piastres il y a 10 ans. C'est pas dynamique. Je capotais. Puis là, quand tu t'assoyais avec ceux qui avaient gagné le contrat, tu te disais, comment vous allez faire ça? Allez-vous utiliser des plugins? Dans la technologie d'il y a 10 ans, non, on code tout ça from scratch. Une page blanche. C'est ce qu'on a fait à la SAQ. On a donné un contrat à une entreprise technologique. Est-ce qu'on sait qui? Oui, mais... Tu veux pas rentrer là-dedans? Non, je veux pas tomber là-dedans. Puis on lui a dit... Code de zéro, là. La ligne, tu commences avec une feuille page blanche. Mais c'est la même chose qui se passe dans le système de la santé, là. Il y a des cliniques privées en ce moment, là. Moi, j'en connais une, c'est une de mes clientes, là. Ils ont fait 30 000, rencontres patients, en 2 ans. 30 000! Tu penses-tu qu'ils ont 4 milliards? Ça marche. Les notes du médecin sont documentées. Le rendez-vous, ta facture, prise de rendez-vous en ligne, ça marche. Mais mon client n'a pas 4 milliards. Non. Il a fait ça pour une fraction de la somme. Bien sûr. Mais on a utilisé des technologies sécuritaires qu'on a amalgamées ensemble. Ce que le gouvernement du Québec et du Canada fait pas. Tu sais, le système Phoenix de la paye des employés fédéraux, on a fait un système de paye de zéro. Hey, pourquoi qu'on n'a pas utilisé Netris qui appartient à CGI? Ça marche! Ça fait la paye de 400 000 400 000 personnes à travers l'Amérique du Nord. Mais non, le gouvernement fédéral, on va créer notre propre système. C'est ça qui marche. Qui est complètement dysfonctionnel. Bref, tout ça pour dire, ça va mal à la SAC. La SAC clique, ça va mal en soi. Moi, tu sais, j'ai une entreprise là, qui avec des véhicules, puis je suis capable de me connecter pour payer mon permis, mais la portion business... Faut que tu te présentes. Voilà, mais c'est ça. Oublie ça. Puis c'est là où j'en ai de besoin. J'ai renouvelé mon permis. C'est cute. Je suis capable de faire ça sur mon site de banque. Anecdote, là, puis on se laisse là-dessus. Anecdote, moi, j'ai fait la réserve canadienne, l'armée canadienne. Ah oui, réserve, je savais ça. Il y a plusieurs années. Et j'ai eu une clause de conduite X. Là, bon, là, je ne ferai pas un cours, mais 2 tonnes militaires. Et là, dans le mix-up de la SAQ Click, ils m'ont redonné ma clause de permis 2 tonnes sur laquelle j'ai pas conduit un véhicule depuis 25 ans. C'est dangereux, là. Ouais. Mais ils m'ont enlevé mon permis de moto. Okay. Et là, je suis dans les limbes, dans un système chaotique. J'ai été obligé d'amener une photographie en papier, pour démontrer que j'avais déjà eu une moto. Ça me fait penser à la madame de la RC là, qu'il envoie un certificat de naissance de son fils de 15 ans, dont elle reçoit des allocations depuis 15 ans. Pourquoi dire qu'il est né? Oui, c'est ça, mais depuis 2023, ça a arrêté de fonctionner. Il y a des grévistes dans les hôtels, évidemment, qui font des grèves surprises. Puis après ça, qui font des grèves organisées, puis là, d'autres grèves surprises. Bon, écoute, je suis sûr que le milieu de l'hôtellerie, c'est pas le plus généreux pour son personnel, mais je trouve que la façon de procéder des syndicats est un peu cavalière. Je vais dire ça comme ça. Puis, tu sais, on le dit souvent, là, oui, il faut que les grèves soient impactantes pour que ça marche. Là, le concept de grève, tu fais pas ça au milieu de l'hiver quand il n'y a personne. Mais moi, ce qui me dérange, là, puis je n'ai parlé un peu cette semaine, c'est cet aspect de grève surprise. Là, je t'avoue que je trouve pas, je comprends pas là, la logique. Là, comme... Ben, tu sais, honnêtement, il y a eu tellement de grèves dans la fonction publique, les infirmières, les enseignants. Ouais. Ils ont eu un modèle de tu veux faire bouger les choses, il faut que tu te débrayes. Alors aujourd'hui, on ne parle même pas d'aller à la table de négociation. On débraye pour forcer d'aller à la table de négo. Ce qui est, à mon sens, tu sais,
les hôtels l'ont eu difficile en tabarouette pendant la pandémie. Là. Oui. Vraiment pas. Puis ça n'a pas été facile mais les aussi pour les travailleurs des aussi, hôtels aussi. aussi. Là, ouais. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut donner un répit aux gens. Puis, tu sais, je parlais de ça avec des amis. Tu sais, on dit, ouais, mais tu sais, il faudrait mieux payer le personnel de soutien. Je suis d'accord, mais tu sais, à un moment donné, la chambre d'hôtel dans la région de Québec, en 5 ans, est passée de 170$ à 225 $. Ils font plus ma chambre à tous les jours. Tu sais, j'ai la même tapis qu'il y a 5 ans. C'est quoi le nom de l'hôtel? Mais comme je te dis... J'irai pas là! Non, mais je fais juste dire que je pense qu'il faut rétablir équitablement l'enveloppe budgétaire, mais je suis pas sûr, moi, que les hôteliers se pètent les bretelles dans la grande profitabilité. Là. Oui. On termine rapidement, Phil, avec un bon résultat chez Québécois. C'est évidemment notre overlord, là, donc on est toujours content de savoir qu'il y a de l'argent qui reste à la ligne d'en bas, n'est-ce pas? Ils ont augmenté le bénéfice, là, c'est passé de 171 millions au deuxième trimestre de l'année dernière à 206 millions, donc c'est quand même une belle progression de la profitabilité. Évidemment, là, ça se traduit là, par une valorisation de l'entreprise qui est augmentée, le prix de l'action a pris, puis j'en ai un petit peu du Québécois dans mon portefeuille, fait que ça fait une petite douceur. Par contre, là, les revenus baissent un petit peu, évidemment. On te parle toujours de la même chose, là, revenus de publicité qui tranquillement, année après année, on parle d'une baisse de 1%, mais ça gruge. Sauf que c'est quand même intéressant de voir que malgré des revenus en baisse, la profitabilité augmente là, chez Québécois. Donc, je pense que dans cet univers-là, entre les GAFA qui volent des revenus publicitaires, entre la télévision publique qui volent des revenus publicitaires avec un budget garanti. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent dans le marché. T'es-tu mis à Ozempic, toi, Phil, parlant de télé publique qui font de la publicité de manière vraiment douteuse à n'importe qui, là, ouais? Les jeux Ozempic de Radio-Canada, moi, je t'avoue que j'ai de la misère à comprendre le côté moral, valeur, acceptabilité sociale. Tu sais, quand il y a de l'argent sur la table, il y en a qui ont peu de scrupules. Ouais, je comprends. C'est parce que c'est pour tous les diabétiques du Québec, ça doit... Non, je suis d'accord, mais si tu regardes, il y a 30 ans, là, quand je me rappelle, il y a 30 ans, peu importe. Je suis plus jeune que toi, Phil. On a emmené à Jean-Luc Mongrain, à TVA à l'époque, on y a emmené une tasse. Okay? Puis c'était la première fois que ça se faisait à la télévision. Là. Sa tasse avait le logo de Tim Hortons. Peu importe. Non, mais je m'en rappelle même plus c'était qui. De plomberie et maillot, là. Mais Jean-Luc Mongrain avait pété un fusible, là. Mais tu sais, de façon royale, là, tu comprends? Ça m'étonne, Jean-Luc Mongrain pété un fusible. Mais tu sais, quel monsieur cet homme-là à l'époque, mais en tout cas, à la télévision, mais aujourd'hui, il n'y a plus de scrupules. Bientôt, les animateurs vont avoir des logos. Tu penses? Ah oui, ça sent bien. Mario Dumont, là, tu y amènerais une tasse là, de la quincaillerie du lutte. Là, en fait, il n'y aura pas le choix. Ouais, je sais pas. À suivre. On y demandera à Mario. Bref, restez à l'écoute. On a de très beaux invités aujourd'hui à l'émission. Toujours un plaisir. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. C'est un univers, moi, personnellement, qui m'intéresse beaucoup, Philippe, l'univers du jeu vidéo, évidemment. Tu sais que je suis un gamer assez assidu, personnellement, mais évidemment, il vient le temps où on réfléchit à la question, pour soi, je pense, est-ce que de jouer, c'est une bonne affaire? Puis évidemment, comme parents, là, toi et moi, est-ce que pour nos enfants, c'est une bonne chose? Et donc, on est tombé là-dessus un peu par hasard, un livre qui s'appelle Game Over, Comment allier la santé et les écrans. C'est à paraître là, dans quelques jours. L'auteur Jonathan Harvey est avec nous. Jonathan, kinésiologue, détenteur d'un diplôme d'études supérieures en nutrition. Il a fondé 2 entreprises et donc il vient de publier ce livre-là. Bonjour, Jonathan. Salut les gars, très content d'être là, merci. Pareillement. Bon, dis-nous, donc Game Over, comment allier santé et écran, c'est pas disponible encore, donc j'ai pas eu la chance de lire malheureusement. De quoi ça parle en quelques mots? En fait, premièrement, ça va être disponible 21 août, littéralement partout au Québec. Parfait. Mais pour ce qui est d'en dire un petit peu plus, personnellement, j'aime dire que ce livre-là, c'est un hymne à l'alliance entre la santé et les écrans. Okay. C'est une approche et une vision qui est différente par rapport à ce qu'on entend beaucoup actuellement, là, autant dans les médias ou
ou en lien avec le scolaire, là, qui est un petit peu négative, on se mentira pas. Donc, mon but, ça a été de parler de tout ça sans stigmatiser leur utilisation, puis de simplement dire, hey, il faut mettre aux poubelles les jeux vidéo, il faut mettre aux poubelles les cellulaires, parce que, je sais pas si je vous l'apprends, mais dans les faits, si on tourne ça à l'envers, il y a aussi des bénéfices à utiliser les jeux vidéo, les écrans en général. Ce ne sont pas nécessairement les jeux vidéo ou les écrans en eux-mêmes qui sont nocifs pour la santé, mais comme dans plein d'autres domaines, c'est plutôt leur excès dans des conditions inappropriées. Oui, ben, justement, comme je le disais, je suis moi-même un gamer, là, puis j'ai eu des, comment dire, bon, il y a une dimension sociale, là, surtout quand on joue à certains jeux, là, qu'on se connecte avec des amis, mais j'ai eu des phases dans ma vie où, clairement, là, avec le recul, j'ai trop joué. Là. Comme, je me couchais à 3 heures du matin. Mes enfants sont encore là-dedans. Ouais, ben, tu sais, mais moi, dans l'âge adulte, là, c'est comme quand t'as des enfants, c'est une autre game, mais peu importe justement à quel âge, là, c'est difficile des fois de s'arrêter, évidemment, selon de quel jeu on parle. J'ai joué, moi, beaucoup à Fortnite, là, ça a été dit dans les médias, c'est fait pour te garder accroché, puis même à 40 ans, j'étais comme... ça marchait sur moi. Moi, j'associe pas spontanément ça avec la grande forme physique, on va dire ça comme ça. Puis je dirais même, des fois, ça m'a empêché, parce que je jouais jusqu'à 1h du matin, d'aller courir à 6h le lendemain, parce que, écoute, t'es fatigué. C'est pas comme se coucher à 10h. Hein? Comment tu trouves le compromis, justement, entre ces extrêmes-là dans ton livre et dans la vie, Jonathan? En fait, l'exemple que j'aime donner, ou la question que j'aime poser, c'est est-ce qu'on entrave la passion des jeunes puis des moins jeunes qui jouent au football, au hockey, ou encore qui font du vélo en raison des risques de commotion cérébrale ou bien des conséquences à long terme par rapport à ça? La réponse, les gars, c'est bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on fait? On leur met des casques. Fait que c'est un petit peu la même mentalité. Juste que tu saches, Jonathan, les deux garçons jouent au football. Fait que t'es en territoire acquis. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu la même mentalité que j'ai avec le livre en lien avec les écrans. Il faut plutôt tenter d'encadrer leur utilisation en général, puis de mettre des saines habitudes de vie autour de ça. C'est vraiment ce que j'explique dans le livre, là, quand même avec beaucoup de détails. Là. Dans le fond, ce que j'ai fait avec le livre, j'ai créé une recette. Cette recette-là, je l'appelle la recette Power Up. Puis, ce que ça permet de mettre en place, c'est plusieurs éléments qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir utiliser les écrans. Les gens, tout le monde, en fait, là, je vous apprends rien en disant qu'il y a quasi 100% de la société qui a un cellulaire sur lui presque toute la journée. Mais c'est ça, je vais parler de mouvement humain, donc évidemment l'activité physique, mais pas juste de l'activité physique, le continuum de mouvement sur 24 heures. Donc comme quoi, je focus pas vraiment sur 150 minutes d'activité physique, faut atteindre ça, non. C'est plus de dire, hey, 150? En général, 150 minutes d'activité physique par jour, semaine. par semaine. J'étais comme, my God, il habite sur une autre planète. Là. Moi, je fais mon genre 45 minutes tous les matins là, depuis 2 mois, puis je suis comme, tu sais, power up, mais 150 minutes par semaine. Ouais, ça c'est réalisable, je pense. On met beaucoup l'emphase sur les chiffres, mais j'aime bien parler du continuum, comme quoi il faut essayer d'être actif en général dans notre journée, prendre des pauses actives au bon moment quand on utilise des écrans. L'activation aussi, pré-utilisation d'un écran ou avant d'utiliser ou de s'amuser avec des jeux vidéo. Il y a aussi une méthode, là, puis très humblement, là, je vais vous le dire, là, j'ai inventé une méthode qui permet de faire des exercices tout en utilisant un écran, soit en travaillant ou en jouant aux jeux vidéo. Fait que ça, bien évidemment, ça permet d'une certaine manière de mettre un petit peu de côté les effets négatifs de la sédentarité, puis de pas toujours être en train de se demander, OK, est-ce qu'il faut que je prenne une pause? Puis je parle de plein d'autres sujets qui vont intéresser vraiment une bonne partie de la population. Mais je pense que, tu sais, moi, je m'entraîne plus que moi. Ouais, Francis le sait. Je suis en train de le rattraper, tranquillement. Là. Bon, je vise à faire un Ironman d'ici 2 ans, peut-être. Je suis dans la folie des demi-Ironman, moi, depuis 3 ans. Là, j'en fais 2 par année. Là. Mais où je vais en venir, c'est comme n'importe quoi. Il y a des moments où je m'entraînais, où mon entraîneur a été obligé de me dire, Philippe, là, t'overtrain. C'est trop.
Arrête. Puis, tu sais, il m'appelait là, la journée que j'étais en congé pour me dire, je veux pas. Puis là, je dis, je vais aller faire une marche. Non, je veux pas que tu ailles faire une marche de 2 heures. Mais c'est la même chose. Moi, j'appelle ça des temps blancs. Mais je pense qu'il faut des temps blancs au même titre avec tes écrans, tes appareils électroniques ou tes jeux vidéo. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans la maison, ou est-ce que, sans non plus jouer à la police du jeu vidéo, là, parce que ça, j'aimerais pas ça. Mais, tu sais, moi, c'est plus dans l'éducation. C'est de dire, mon gars, hey, t'es fatigué ce soir, mais c'est normal, tu viens de gamer 2 heures. À un moment donné, tu peux pas arriver au souper tout allumé. Là. C'est un peu ça. Là. Puis c'est drôle que tu parles des Ironman, parce que moi, en écrivant ce livre-là, que je viens tout juste de recevoir en passant, là, il est tout frais, tout chaud. J'ai ouvert les boîtes, je le trouve magnifique. Là, c'est pas pour le vendre, là, mais je suis encore un peu excité. Dans le fond, j'en parle. J'étais moi-même en préparation pour un ultramarathon quand j'ai écrit ça. J'étais dans une phase où ce que je courais évidemment de manière un petit peu excessive. Donc, ça m'a amené à faire un parallèle avec le fait comme quoi que, tu sais, je suis kinésiologue, je le sais que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Mais dépasser un certain seuil, malheureusement, on va plus chercher de bénéfices. On va de l'autre côté de la médaille. Ben, on se blesse. C'est juste pour dire que pour une raison que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les jeux vidéo puis les écrans, on est allé vite sur la gâchette du négatif. Par contre, au même titre que plein d'autres activités, il y a aussi des bénéfices à les utiliser. Puis ça, on met rarement l'emphase là-dessus. Fait que c'est ce que mon livre permet de faire, de comme remettre un petit peu tout ça à l'heure là, par rapport à l'utilisation des écrans en général. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'avec moi, tu as un public qui boit tes paroles. J'ai une entreprise qui fait de la formation en utilisant la gamification. Donc, je suis là-dedans. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est au même titre de dire aux gestionnaires, tu n'es pas obligé de passer 4 heures sur un webinaire. Là. Ça fait pas de sens de passer 4 heures. C'est peut-être mieux de faire un jeu d'1 heure, puis après ça, décrocher que d'être 4 heures à regarder une personne qui parle au même titre qu'une télévision. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Vas-y, excuse-moi. Mais l'autre affaire, c'est que est-ce que tu penses qu'il y a des rapprochements à faire entre il y a quand même un épuisement qui se crée en étant trop connecté? Oui, ben c'est sûr et certain. J'en parle dans le livre. Je dis qu'il y a des effets positifs, mais il y a aussi des effets négatifs. Tu sais, au niveau des effets négatifs, on parle de la fatigue oculaire, qui ça peut amener des maux de tête. On parle aussi, tu sais, il y a la santé mentale aussi associée à ça. C'est pas rare que ça peut augmenter l'anxiété, ça peut nous rapprocher d'une dépression quand on est sur le bord d'en faire une, le fait de peut-être augmenter. Puis c'est un cercle vicieux aussi, tu sais, plus on est stressé, plus on va utiliser les écrans. Fait que, tu sais, tout ça va évidemment, comme tu le mentionnes, va créer une certaine fatigue. Tu sais, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue mentale qui peut être associée à l'utilisation des écrans. Moi, ce que je dis par rapport à ça, il y a la dose raisonnable dans des conditions appropriées, mais après ça, si on va de l'autre côté, il y a la dose excessive, dans des conditions inappropriées, puis c'est ça qui amène ce genre de fatigue-là que tu mentionnes. De toute façon, les amis, d'ici quelques années, apparemment, les jeux vidéo vont faire leur entrée aux Olympiques, fait qu'on va pouvoir considérer que de jouer à Helldivers et à Call of Duty est un sport, donc ça réglera... En fait, je veux pas te voler ta ligne, mais c'est déjà fait. Il y a eu la première édition, si je me trompe pas, j'en parle dans le livre, là, mais en 2019. Puis, ça a été accueilli quand même de manière mitigée, mais tu sais, ça revient à faire de l'éducation. Il y a des personnes qui sont vraiment exceptionnellement bonnes à des jeux vidéo, mais ils passent du temps. Puis au travers de ça, c'est drôle, là, je parle d'une étude dans le livre, mais toute personne qui se professionnalise dans les jeux vidéo, ou en tout cas la majorité des gens, va mettre en place un programme d'entraînement physique spécifique aux jeux qu'ils jouent d'une certaine manière, tout comme on le fait pour les athlètes professionnels dans les sports professionnels. C'est drôle, je faisais des mouvements de bras et de pouces à Philippe, mais effectivement, puis tu sais, je regardais, mettons, puis on en parlait en studio plus tôt cette semaine, mais tu sais, mettons, la fameuse image du gars, là, le Turc là, qui a pris la médaille d'argent au tir, là, mais tu sais, franchement, c'est pas du gros cardio. Il y a un talent certain, puis tirer de manière précise, mais
à ce titre-là, je suis plus à jouer à Call of Duty Moi, que lui à tant tirer et de son aussi gun. longtemps Ouais. qu'ils mettent pas ceux qui font de l'équitation avec la peluche, là. C'est la seule chose où là, je vais décrocher totalement. Ça aussi, il faudra faire un autre livre là-dessus, Jonathan Harvey. Bref, je rappelle que tu es kinésiologue et évidemment auteur, là, comme on en a parlé, du livre Game Over, comment allier la santé et les écrans dans toutes les bonnes librairies. À partir du 21 août, on vous invite. 21, 24? 21? 24? 21 août. 21 tout à fait. août. Puis, si vous me permettez, je ne peux pas passer sous le silence sur le fait que c'est M. Pierre Lavoie qui a signé la préface. Donc, pour moi, ça a comme validé tout ce que j'ai mis en place, considérant que c'est un monsieur qui parle beaucoup de saines habitudes de vie. Je ne vous l'apprends pas. Donc, de se faire valider par cet homme-là, pour moi, ça a été un gros plus. Jonathan Harvey, merci d'avoir été avec nous. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. On est avec notre prochain invité, il s'appelle David Cartier, c'est le président de Emballage Cartier. C'est aussi un entraîneur à l'école d'entrepreneurship de Beauce, école Alta Mater, où j'ai moi-même gradué. Alma Mater. Alma Mater. En 2011, 2013. Je Ouais, sais c'est pas ça. à quoi ça réfère. Où j'ai gradué. Salut David, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, merci de l'invitation, bien sûr. Pour commencer, peux-tu nous expliquer un peu ce que ça fait Emballage Cartier? Ben, Emballage Cartier, c'est une entreprise que mon père a fondée en 1980. Donc, je suis une relève familiale. Ça fait 13 ans que je suis président. On est distributeur de produits de solutions d'emballage, dans l'emballage secondaire et tertiaire. On a un lab. On teste ce qui se passe dans les camions, dans les avions, dans les trains, les vibrations, les changements de température. Puis on aide nos clients à mieux emballer. Ouais. Puis, tu sais, juste que je comprenne, là, ramène-moi les sur le plancher des vaches, là, tu sais, de l'emballage, là. Ça va être la boîte, c'est le paquet, c'est la stripe alentour de la boîte. C'est juste que je le Des comprenne. palettes. C'est ça, principalement emballage tertiaire, on est plus dans l'emballage de transport, là, ce qu'on appelle l'emballage de plastique, le wrapping, les boîtes, le ruban, la bulle, le foam, tous ces trucs-là, là, pour protéger le produit du point A au point B. Puis vous fabriquez ces non, choses-là? Absolument pas, on est distributeur. C'est un distributeur, donc ça vient de partout. Il y a du carton, il y a du bubble wrap, il y a toutes sortes d'affaires là, des quatre coins de la planète. Oui, principalement, nos sources d'approvisionnement sont pas mal toutes canadiennes, américaines, un peu les équipements d'emballage d'Italie, parce qu'on vend aussi les équipements d'emballage. Mais principalement, c'est assez local. Puis oui, c'est tous des beaux produits qu'on retrouve dans les bacs de recyclage, puis dans les poubelles. Dans les poubelles, ça, j'allais te poser la question, justement. Tu sais, on parle beaucoup de suremballage, plus emballage Cartier. Avez-vous comme une réflexion là-dessus? Tu sais, est-ce que tu parlais qu'il y a un lab, est-ce qu'il y a une dimension, mettons, justement, recyclabilité, compostage? Je connais rien là-dedans. Là. À toi de nous guider un peu, mais c'est quoi votre réflexion, votre posture face à cet notre posture, en fait, ça fait un bon bout de temps qu'on a une posture dans le sens de... On vise à... Tu sais, l'emballage, c'est fait pour protéger un produit. Mm-hmm. La pire chose qui peut arriver, c'est que le produit soit mal protégé puis que lui-même soit enfoui. Ouais. Donc, on vise à optimiser l'emballage de nos clients en n'étant pas ni dans le suremballage ni dans le sous-emballage, parce que le sous-emballage, le produit n'est pas protégé. Sur-emballage, c'est beaucoup de matière. Ouais. Fait que nous, on se plaît à dire qu'on veut révolutionner le monde par l'emballage. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut faire. Notre enjeu principal, c'est qu'on va chez des clients, on leur fait un beau laboratoire, on leur amène des solutions d'emballage, puis là, ils emballent moins. Donc, ils achètent moins d'emballage de chez nous. Fait que mon modèle d'affaires, il n'est pas tellement sharp, là, quand on regarde les capitalistes qui veulent faire bien de l'argent. Là. Mais l'idée, c'est d'aller convaincre d'autres clients. Puis, à date, ça va très bien. Puis, si tu regardes, tu nous as dit que l'entreprise a été fondée par ton père en 1980. Tu es devenu CEO ou le président il y a 13 ans, que tu disais. Ouais. Cette passation-là de pouvoir, c'est faite comment? Moi, je suis un privilégié. Tu sais, c'est un enjeu au Québec. Là, oui, beaucoup. Je sais pas, peut-être... Ça se passe pas toujours bien. Non, mais c'est des 10 000 et plus entreprises là, qui vont en arracher dans le transfert. Moi, c'était clair. Mon père a bâti une entreprise pour la laisser à ses enfants. Ensuite, ça a été... j'ai une sœur qui est mon aînée de 4 ans. Ça a été plus de savoir...
quel siège on allait occuper. Est-ce qu'elle est dans l'entreprise? Plus maintenant. Okay. Mais elle a été, Josée, elle était comptable agréée. Okay. Donc, elle s'occupait de la direction des finances, de l'informatique, les ressources humaines. Moi, j'étais plus aux opérations. Puis, on chicanait tout le temps, comme des bons frères et sœurs. Et moi, j'étais un tannant, là. J'étais un petit frère tannant. Puis, elle, c'est une grande sœur parfaite. Puis, on savait exactement ce que le piton pesait. On savait ce que le piton pesait pour énerver l'autre. Puis on a été guidés. T'es frère et sœur, toi? Oui. J'ai une sœur, puis deux sœurs, un frère. On est 4. C'est juste que moi, il y a une grande différence d'âge. Toi, t'es le parfait, évidemment. Non, mais tu sais, j'ai un frère de 22 ans, puis j'en ai 48. C'est pas la même chose, mais tu sais, souvent, on a reçu, nous, beaucoup de business familial, tu sais, puis ils ont le même discours. Tu sais, t'es pas en dehors des discours, mais souvent, c'est ce qu'on a le plus entendu, corrige-moi, Francis, mais tu sais, c'est le père ou la mère qui était propriétaire de l'entreprise veut pas décoller. Tu sais, veut pas partir. J'ai pas vécu ça, malheureusement, pour l'émission. Non, écoute, c'était plus l'enjeu. Là. Mon père est parti, puis il est allé partir d'autres entreprises. Ce qui est triste, c'est que mon père a fait faillite, puis il a tout perdu. Mais moi puis ma soeur, il a fallu vraiment qu'on aille chercher de l'aide. Dans un autre domaine que l'emballage? Oui, dans des domaines connexes ou autres. Puis il a fait all-in, là, puis à un moment donné, il est allé trop loin là-dedans, puis... Le taux de change, le dollar canadien est arrivé au pair avec celui des États-Unis. Il est arrivé un paquet de drames là-dedans. Puis nous, on était dans l'entreprise qui s'appelait Emballage Jean Cartier. Jean Cartier venait de faire faillite, puis moi, je commençais comme président. Mais moi et José, on était allé chercher de l'aide. Il existe des consultants là, pour savoir c'était quoi les forces et faiblesses de chacun. Puis on s'est rendu compte qu'on était complémentaires. Ben, ça, c'est juste ma nouvelle. J'ai su aussi par ton équipe là, avec qui j'ai discuté que tu as eu l'idée à un moment donné de sonder tes équipes pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire de différent dans l'organisation. Puis je me suis fait dire que tu as instauré pas mal à 95 %. Est-ce que le chiffre est bon? Tout ce qui t'avait été suggéré? Ah, ben oui, écoute, pas pour rien. L'équipe qui est en place présentement, ils sont tous actionnaires. L'équipe de direction, là, j'ai laissé aller 20 % des parts. Puis c'est pas pour rien, c'est que dans les 13 ans que j'ai été président, on a vraiment changé toute la vocation de l'entreprise, la mission, le nom, on a sacré mur à terre. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait, mais c'est tout un travail d'équipe. Puis moi, j'ai pris un petit peu mes distances par rapport aux opérations. Fait que c'est les gens qui sont là qui ont échangé. On pense souvent, moi, encore une fois, quand Phil m'a dit David Cartier, les emballages, wow, tu sais. Parlons emballage. Je te charrie un peu, mais c'est un secteur plate, là, tu sais, mettons, je veux dire... C'est pas sexy. Comme économiste, c'est un secteur mature et peu innovant. Est-ce que tu parlais d'un lab, tu sais, c'est quoi, est-ce que vous essayez des affaires? Est-ce que vous faites de la R&D? Parle-nous un petit peu de ce qui change peut-être dans cet univers-là, de ce qui s'en vient. Écoute, l'univers dans lequel j'ai rentré comme président était pas mal plus plate que ça. Parce que notre mission, c'était nous sommes un distributeur spécialisé, même pas, un distributeur qui dessert des clients industriels en produits sanitaires, santé, sécurité et emballage. Bon. Là, on a décidé de se spécialiser en solutions d'emballage. Puis au début, c'était juste... c'était comme juste un slogan ou écrit spécialiste. Puis là, finalement, tu te rends compte que tout le monde est spécialiste sur la Terre. Puis on s'est mis à voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Puis c'est là qu'on a trouvé la communauté ISTA, qui est International Safe Transit Association. C'est des geeks, c'est des scientifiques, c'est des docteurs qui font des tests, qui essaient de recréer exactement ce qui se passe dans nos moyens de transport. Les gars, avez-vous déjà embarqué dans une remorque, fermé la porte en arrière, puis fait un Montréal-Québec? Non. Personne. Il y a pas ça. Vous avez d'autres choses à faire. Hein? Oui, puis je suis pas sûr que c'est sécuritaire. Ça bardasse pas mal. Puis, fait ces laboratoires-là, c'est des endroits où, dans un environnement contrôlé, puis tu fais vraiment les mêmes tests. Un drop tester, un testeur de chute va recréer votre caisse qui arrive par transport chez vous tous les jours. Les transporteurs sont dans les rues. Là. 17 fois que ça tombe une boîte avant d'être rendu chez vous. Fait qu'on va recréer ces choses. C'est drôle. Lui, j'ai reçu mon nouveau MacBook aujourd'hui. Il a été échappé 17 fois. J'espère qu'il est dans un Moi, morceau, mais Apple sont pas pires, apparemment. Non, il y a des compagnies, tu te commandes une montre de qualité, tu risques d'avoir un emballage de qualité, mais généralement, ce que le monde se commande. Mais de toute façon, c'est juste la réalité, c'est la physique, puis c'est d'amener la science au service de l'emballage. Je ne peux pas aller voir un client et dire « Regarde, on va te changer ta boîte, puis on va te changer ton ruban. »
teste donc ça avec tes clients. Prends tes clients tu me comme rappelleras cobaye. dans 6 mois si tu as encore des produits et des clients. Fait que, juste te dire, moi, ça me fait triper. Là. Moi, je me stationne le matin proche du laboratoire, puis je rentre dans le lab. Puis là, l'autre fois, j'ai vu un cercueil. J'ai vu un cercueil. Hey, c'est cool l'emballage. Quand tu vois le cercueil, tu dis, c'est quoi qui se passe ici, les gars? Les gars, ils disent, ben oui, il existe une industrie du cercueil. Puis les cercueils arrivent brisés, puis ça leur coûte des milliers de dollars, puis ça fait des clients fâchés. Après ça, c'est une palette de bière. En fait, le client, il n'est pas tant fâché que ça. Là. Il est mort dedans. Là. Non, mais c'est plus sur auto. C'est ceux qui l'ont commandé. Sur Amazon. Je voulais quand même... bon, vous avez ça en commun, les gars, l'école d'entrepreneurship de Beauce. Tu es entrepreneur-entraîneur. Ouais. Ça mange quoi en hiver? Ben là-bas, tous les titres ont été changés. Un étudiant, c'est un athlète, puis un prof, c'est un entraîneur. L'école d'entrepreneurship de Beauce, ben, les entrepreneurs apprennent via d'autres entrepreneurs, premièrement à l'intérieur de leur cohorte, 25-30 personnes. Et à chaque séjour, pendant 2 ans, ils vont recevoir des entrepreneurs entraîneurs, des gens qui ont souvent un petit peu plus de vécu, qui ont fait des choses comme des acquisitions ou qui ont fait des choses moins le fun, qui ont mangé des claques dans la vie. Pour partager leur savoir puis leurs anecdotes pendant 24 heures. Fait que sur un séjour de 2 ans, tu rencontres 24 entrepreneurs-entraîneurs comme ça. Et donc, tu es là puis tu partages tes connaissances et ton expérience. Les mets au défi. Tu les mets au défi de faire quoi? Ah, c'est secret, là. Oui, c'est ça. Ce qui est ça. ça, le un homme, en fait, c'est parce que chaque entraîneur arrive puis il fait une activité avec les Puis il faut s'inscrire pour savoir c'est quoi l'activité. Ben, moi, je l'ai fait. C'est un bon pitch de vente, les gars, je trouve, votre affaire. Là. Philippe, ça sonne comme une secte. Ouais, ben c'est ça. Là, on se fait appeler la secte, justement. Mais moi, je l'ai fait comme étudiant aussi. Puis ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai beaucoup aimé. Moi, je n'étais pas bon à l'école. Je n'étais pas tellement capable de me concentrer puis de faire des devoirs puis tout le kit. À l'EB, on apprend par le défi, par l'action. La gang, à telle heure, vous allez sortir dehors, vous allez faire telle affaire. Puis c'est toujours des surprises comme ça. Tu le fais. Phil? Je l'ai fait. Ben, regarde, l'idée, c'est de voir, là, c'est quoi dans les prochaines années? Qu'est-ce qui reste à faire? Ben moi, je pense que mon temps, mes bonnes années sont faites dans l'emballage. J'ai fait un bon move il y a 2 ans là, en amenant mon équipe de direction dans l'actionnariat de la compagnie. Là, c'est de regarder c'est quoi ma relève. Je suis vraiment dans ce processus-là présentement. Je vous dirais que dans 3 ans, là, je devrais passer sur un poste plus sur le board, là, sur le conseil d'administration, puis laisser la présidence à quelqu'un d'autre. Très intéressant. On te souhaite la meilleure des continuations. En tout cas, on va suivre l'univers de l'emballage avec pas mal plus d'intelligence maintenant. Quand je verrai un emballage, je vais dire « Hey, je connais un gars! » Va sur YouTube puis mets Packaging Fail. Je suis le gars des fails. Tu sais me parler. David Cartier, président d'Emballage Cartier. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On est avec notre prochain invité. Il s'appelle Raphaël Provost. C'est le directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Et un habitué de Cube, là, j'aimerais dire. Je suis venu quelques fois. Exact. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce que l'organisme fait? Oui, parce que c'est le nom le plus long au monde, oui. Mais ça dit en même temps tout ce qu'on fait. On existe depuis maintenant 27 ans comme organisation. On est un OBNL qui va à la rencontre des jeunes un peu partout au Canada, dans les écoles primaires, secondaires, publiques, privées, à Val-d'Or, Montréal-Nord. On se promène partout et mes équipes vont offrir des ateliers de sensibilisation à l'intimidation. Donc, on va dans les écoles pour parler aux jeunes de cyber-intimidation, de racisme, de sexisme, d'homophobie, de transphobie. Donc, on donne des outils aux jeunes un peu partout au Canada pour qu'ils puissent mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, puis qu'on puisse être dans un vivre ensemble, dans le respect. Donc, pour ça, Ensemble pour le respect de la diversité. Puis moi, je suis directeur général depuis 2 ans maintenant. Es-tu d'accord avec moi qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui pourraient avoir le besoin de ça aussi? Oui. C'est pas juste je comprends que vous le faites, votre axe, c'est les écoles. Mais c'est un sujet d'actualité auquel on fait face, puis auquel il faut s'attarder parce qu'il y a des débordements, il y a des petits laissés-aller qui ne peuvent plus être permis en société. Exactement, mais
Merci d'emmener ce sujet parce qu'on le fait de plus en plus dans les entreprises également, mais on est une dizaine d'organismes au Québec qui offrent des ateliers semblables. Et entre vous et moi, c'est souvent le même contenu qu'on donne aux ados. Ah oui, hein? C'est juste parce que nous, on les a pas eu, ces ateliers de sensibilisation, quand on était à l'école. Et une entreprise, c'est une micro-société, hein. Que tu aies 10 employés, que tu en aies 1000, il se passe quelque chose quotidiennement et c'est important d'avoir ces conversations parce que justement, la jeunesse s'en vient sur le marché du travail. Elle veut qu'on parle de diversité et d'inclusion. Les personnes immigrantes veulent se sentir incluses également sur le marché du travail, mais aussi toute personne au Québec veut trouver sa place. Quand on parle de diversité, là, c'est tout le monde qui nous écoute en ce moment. C'est les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les gens plus âgés, les gens en situation de handicap. Et nous, on s'assure qu'il y a un peu comme un traducteur pour s'assurer que les entreprises puissent parler le bon langage pour que leurs employés puissent trouver leur place. En 2024, on ne peut pas avoir cette conversation, mais il y a de la job à faire parce que quotidiennement, moi, j'ai des gens sur LinkedIn qui m'écrivent pour me dire on a besoin d'aide, littéralement comme ça. Dans leurs entreprises, notamment. Là. Littéralement. J'étais sur le site, vous êtes quand même une vingtaine de personnes. Je ne sais pas le décompte exact. Là, c'est une moyenne organisation en soi. Là. Je serais vu comme une PME si j'étais une entreprise, mais j'ai la chance. Et donc, évidemment, tu me vois venir. Parle-nous un petit peu du modèle d'affaires. Là, juste sans nous dévoiler des grands secrets, tu as des salaires à payer. C'est pas tous des bénévoles, j'imagine. J'ai une vingtaine de salaires. Parce que souvent, les gens pensent que dans le communautaire, on est tous des bénévoles. Ça existe dans certaines situations, mais dans notre cas à nous, c'est tous des salariés. Donc, j'ai des gens qui travaillent pour moi et pour l'organisation. Donc, on est cette année 22 personnes. Il y a des gens contractuels, temps plein, mais on est financé. D'où vient l'argent? Elle vient un peu en partie de vous qui nous écoutez parce qu'on est financé à 75% par des bailleurs publics, donc autant des ministères au niveau du Québec qu'au fédéral, donc des enveloppes budgétaires. Et entre vous et moi, c'est la chose la plus compliquée au monde, du financement public. C'est complexe à obtenir, à garder et à ravoir. Puis on a 25%. Sauf si c'est une compagnie de batterie. Là, oui, c'est mais super facile. On n'en fait pas de batterie. On devrait peut-être s'associer à cette entreprise, faire des formations. Mais sinon, aussi, on a des campagnes de financement annuelles. On a des grandes entreprises, des gens, le commun des mortels qui nous soutiennent parce qu'ils croient à notre mission. Et on est quand même chaque année dans le million environ de budget. Et principalement, tout ce que je reçois comme argent, c'est pour payer des gens pour aller offrir le plus d'ateliers. Donc, chaque dollar que je reçois, c'est pour investir. C'est exactement. Nous, on est un OBNL, donc je ne peux pas faire d'argent. Et j'aimerais pouvoir offrir de meilleurs salaires parce que c'est difficile dans le communautaire, mais quand même, on a une belle mission. On essaie de donner le plus de flexibilité aussi à nos équipes puis être respectueux avec eux. Mais je pense qu'au niveau... Puis tu sais, je m'avance parce que j'ai 2 enfants. Là. J'ai un garçon de 14 et un autre de 18 ans, 2 joueurs de football. Donc, tu sais, football veut dire beaucoup de testostérone, beaucoup, tu sais, sport de contact. Sport... Si je regarde, disons, mon plus vieux qui est rendu au cégep aujourd'hui, je regarde sa première année de secondaire où sur le terrain, il pouvait avoir des mots qu'on n'accepterait pas aujourd'hui en société. Bon, c'était des mots durs il y a 5 ans. Aujourd'hui, tu n'entendrais pas ça. Sauf que le plus beau cadeau que j'ai, c'est que, puis peut-être que le programme de football de l'école où ils sont, il est pour quelque chose, mais mon plus jeune de 14 ans, si on utilise des mots que je ne dirais pas, mais sur le terrain, que tu peux facilement t'imaginer. Je les imagine, puis souvent que les gens aussi. C'est ça, mais ils se corrigent de par eux-mêmes. T'sais, j'ai vu mon garçon intervenir, de pogner un joueur par la grille du casque, dire, puis là, excusez, il se parle en anglais. On là, dit beaucoup. pas ça. Là. Non, tu sais, don't say that shit. Puis, c'est exactement ça. Mais je trouve ça beau, moi, de voir les jeunes prendre ça dans les mains, parce que c'est pas le vieux mononcle, la vieille ma tante en usine qui vont nous aider. Là. Puis je veux pas généraliser. Éventuellement, ils vont y arriver, j'imagine. Oui, mais parce ils sont des parents, ils sont des cousins, ils sont des matantes, ils font partie d'une société dont on a tous un rôle à jouer. Puis moi, je le dis souvent, c'est autour de l'îlot à la maison que ça commence, ces conversations. Tu parlais des jeunes. Je pense que l'avantage avec les jeunes, c'est qu'au lieu de leur dire de ne pas le faire, on leur a dit pourquoi de ne pas le faire. Et c'est ça, toute la nuance et la différence. Et je suis le premier, moi, si on me dit de pas faire quelque chose, j'ai envie de le faire x10. Mais quand on m'explique pourquoi je peux pas le faire, pourquoi on peut plus le faire, parce que les mots durs qu'on entend malgré tout encore aujourd'hui, ils étaient durs même il y a 5 ans pour les personnes qui les recevaient. C'est juste qu'aujourd'hui, on a expliqué le pourquoi aux gens. Et en entreprise, mais comme je le disais, c'est des micro-sociétés. Et c'est même démontré que d'avoir ces conversations puis d'avoir des politiques maintenant d'EDI, là, équité, diversité, inclusion, tout le monde y gagne économiquement, au niveau de l'engagement, l'innovation. Tout le monde s'est attardé sur la question. Et l'EDI, ça concerne tout le monde. C'est un acronyme qui est pas toujours très populaire. Il manque un H quelque part pour humain dans l'acronyme. Tu sais, encore... Quand tu regardes un peu ce qui se passe, puis les changements, mais je suis d'accord avec toi que ça passe par l'îlot.
sais, mais j'ai comme l'impression, là, puis j'ai pas de statistiques, là, peut-être que... Mais quand les jeunes prennent la cause en les mains, j'ai comme l'impression que ça fait beaucoup plus bouger les choses que l'inverse. Hey, moi, j'ai vraiment assisté à des conversations à ma table de cuisine, là, familiale. Ça se passe dans la cuisine. Oui, où est-ce que mon fils intervenait et disait à un autre, on ne peut pas dire ça, tu peux pas parler comme ça. Puis là, whoop. Puis je me demandais s'il n'y avait pas une corrélation avec le fait que, moi, je vais me prendre, j'ai 48 ans. Quand j'avais 18 ans, donc il y a 30 ans, d'être homosexuel, gay, lesbienne, c'était pas tabou, mais caché. Oui. Aujourd'hui, c'est commun, là, ça fait partie du quotidien, dans le sens où puis il y en a qui vont quand même se cacher, mais je pense que c'est plus accepté parce que les gens sont moins cachés. Tu comprends? Ça fait tout le sens ce que je dis? La représentation. Parce qu'on a vu des modèles, on a vu des gens en politique, on l'a vu dans le milieu des arts, dans les entreprises, des entrepreneurs. Des sportifs. Ça, il n'y en a pas beaucoup encore. Mais quand même, quand des gens se mettent de l'avant avec leur histoire, les gens les regardent, ils font « OK, il y a d'autres modèles. » Donc, c'est possible pour moi, comme personne LGBTQ+, de dire « Je peux trouver ma place. » Mais pour des alliés, de se dire « OK, c'est possible, c'est du monde comme nous autres. » Puis c'est ça que ça fait comme exemple. Mais il manque encore de représentation. Je rêve d'un jour, on n'aura même plus besoin de cette conversation. Mais on en parlait hors micro tantôt, il arrive encore de l'homophobie au Québec. C'est arrivé il y a quelques semaines à la ville de Québec, en plein jour, dans un resto, un jeune qui a été victime d'homophobie. J'ai-tu entendu parler de ça, un monsieur là, qui s'est mis à... Genre, carrément, la police l'a emmené? La personne dans le restaurant s'est fait crier tous les noms pas possibles, s'est fait même barrer la porte du restaurant quand il essayait de sortir parce qu'il est tellement inconfortable. Ça nous prend là, ça nous coupe les deux jambes, puis ça nous scie les bras quand ça nous arrive, qu'on entend des insultes. On a toujours le réflexe de penser qu'on va réagir. On a peur quand ça nous arrive. Et c'est arrivé à cette personne-là. Ouais. OK, Québec, c'est ça. Il y avait pas... le monsieur, il s'est juste spontanément mis à dire des insanités genre, en public. En deux verres. Puis ils l'ont sorti, puis il continuait à crier, là, comme il a comme pété un plomb. Les fils se sont touchés, comme on dit. Ouais. Mais tu sais, ça se passe, je pense, dans... Mais je veux dire, entre nous, Raphaël, comme rendu là, c'est comme de la maladie mentale. Là. Je veux dire, je veux pas diagnostiquer sur le... Je connais pas la personne. Non, mais tu comprends que il y a genre, une détresse psychologique, quel que soit mon jugement, là, tu sais, j'aime pas beaucoup Donald Trump, mettons, mais Christy, si je suis au restaurant, je vais pas me lever puis commencer à crier à petit comment. Il y a comme il y a quelque chose de... C'est de la sociopathie. Mais ça arrive encore. Hey, moi, pour le nombre... Si j'ai pris le métro dans ma vie, là, ça se compte. Pas souvent. Pas souvent. Tu fais de la bicyclette. Mais la dernière fois que je l'ai pris, il y a une femme voilée qui s'est faite comme injurier, comme vraiment, c'était pas agréable. Là, j'ai décidé d'intervenir, mais là, j'ai eu peur pour moi parce que la personne est venue hyper agressive envers moi. Puis moi, j'y ai pas sauté en face, j'ai juste dit ça n'a pas sa place. Puis là, la personne, c'est vraiment, là, je l'avais dans ma face, là, j'ai vraiment pas aimé ça, mais ce débordement d'émotions non contrôlées, comme tu as dit, à un moment donné, ça, c'est du monde qui vont pas bien. Oui, mais il y a dans le quotidien aussi les actes subtils qui sont tout aussi dommageables. Je veux pas minimiser, Raphaël. Je dis juste comme, c'est parce que je trouve que c'est tellement gros à un moment donné que c'est comme dude, tu sais, genre... Il va pas bien, c'est sûr. Va te faire soigner, là, je veux dire, c'est pas... Tu as le droit à ton opinion, là, mais c'est ça, tu sais, je souhaite beaucoup d'amour. Tu vois comment j'essaie de revenir toujours dans la bienveillance. Je souhaite que du bon. Je voulais revenir sur Ensemble, Inc., mais fait OBNL. Oui, parce qu'on est enregistré avec un NEQ, donc mais parce que, bon, tu es là depuis 2 ans. Oui. C'est un organisme qui, tu disais, une trentaine d'années, 27 ans, c'est ça? Phil le disait, là, ce que vivaient certaines communautés il y a 30 ans a évolué, là, tu sais, je pense plus dans la bonne direction que pas dans la bonne direction. Mais comment est-ce que toi, là, depuis 2 ans, puis je sais pas combien de temps tu as l'intention de faire ça, là, je te le souhaite longtemps, mais comment est-ce que ce que tu as à faire comme mission aujourd'hui est différent de ce que tes prédécesseurs ou ton prédécesseur ou ta prédécesseur avaient à faire? Qu'est-ce qui est particulier de ton mandat, j'aurais envie de te demander, comme DG de cet organisme-là? C'est une excellente en 2024, là, c'est quoi qui... Il reste plein de choses à faire, là, je le nie pas, mais qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? C'est quoi, on top of your mind, en bon français? Là. Il y a une époque où les médias sociaux, on le dit souvent, n'existaient pas. Et donc, les frontières n'étaient pas les mêmes. Maintenant, quand on navigue sur les médias sociaux, quand on est jeune et moins jeune, on n'a plus la notion de est-ce que je suis chez moi ou chez quelqu'un d'autre.
quand, par exemple, on se compare aux Américains. Les ados n'ont pas conscience du contenu qu'ils suivent. Est-ce qu'il est américain? Donc, ils ramènent dans la cour d'école ou à la maison des choses qu'ils ont vues ailleurs, qui ne sont pas québécoises, qui ne sont pas canadiennes. Qui ne sont pas dans nos valeurs, qui nous appartiennent pas, des ça. conflits d'ailleurs. Et ça, on est au Québec hyper sensible et teinté par ce qui se passe ailleurs. Et je pense que c'est mon gros mandat. Il se passe quelque chose quotidiennement. Et ça se reflète rapidement dans la cour d'école. Puis je dis la cour, mais dans les classes. Et ça, nous, notre mandat, on n'a jamais été autant sollicité. C'est drôle. Cette année, on a offert 1200 ateliers en moins de 6 mois. Et c'est un record pour nous. C'est un mauvais record parce que l'objectif, c'est d'en offrir le moins possible. Ouais. Mais clairement, il y a encore un besoin. Les sujets restent là. Et on vit dans un monde complètement éclaté, éclectique. Tant que ça ne sera pas réglé ailleurs, ça ne sera pas réglé ici. Tant qu'il va y avoir du racisme ailleurs dans le monde, il va y en avoir au Québec, l'intimidation. Donc, on est un peu comme les Gaulois là, dans notre forteresse. On est très sensible à ce qui se passe ailleurs. Ouais. Et mon mandat, moi, il y a eu aussi quelques vies avant moi dans l'organisation. C'est de s'assurer d'être vu, entendu, que ce soit le plus périn possible aussi. On est aussi sensible avec le financement public, avec les gouvernements en place. Hein. Ouais. En ce moment, on est quand même assez chanceux, qu'on aime ou on n'aime pas les gouvernements qui sont au fédéral ou ils nous soutiennent dans nos missions. Aux 3 niveaux. Aux 3 niveaux. Mais si, par exemple, ça viendrait à changer, comme si je le compare à d'autres époques, le financement n'est pas le même. Puis ça, c'est pour tout le communautaire. C'est sûr qu'il y a certains partis qu'on ne nommera pas qui pourraient changer on ne sait pas tant qu'on ne le vit pas, ouais, mais il y a d'autres époques qui ont été plus austères pour le milieu communautaire au sens large. Là, pas juste la diversité, mais on y croit un peu moins. Et pourtant, on est un filet social extraordinaire. Moi, j'ai découvert le communautaire comme je le vis maintenant depuis 4 ans. On sauve des vies à plein niveau quotidiennement. Qu'est-ce que tu faisais avant, Raphaël Provost? J'en ai eu quelques vies, mais j'ai travaillé à HEC Montréal pendant quelques années. J'étais dans le milieu administratif, un peu plus dans le milieu des coms, des affaires. Mais tout ce bagage me sert aujourd'hui parce que je m'amuse à essayer de créer le plus de ponts possible entre le milieu des affaires et le milieu communautaire. Je pense qu'on gagne à travailler ensemble. Donc, j'amène un peu de mon expertise du haut de mes 31 ans pour que ça fonctionne. Et que le milieu des affaires a aussi à apprendre du communautaire parce qu'il y a de l'expérience de ce côté-là. C'est certain. Puis là, what's next? Donc, c'était la fierté, le défilé de la fierté ces derniers jours. Exactement. Y a-tu comme d'autres milestones dans un horizon prochain pour toi? Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on c'est la rentrée scolaire dans les prochains temps, comme tout le monde doit le ressentir déjà avec l'arrivée de l'automne. Donc, on prépare ça. C'est une grosse année. On est déjà booké à presque 100%. Mais moi, plus on nous contacte, plus je suis capable de dire à mes bailleurs qu'on a besoin de soutien puis qu'on est capable de répondre à la demande. Mais c'est ça, c'est une année qui se répète. Puis on sait aussi ce qui se passe dans l'actualité, mais je nous souhaite un peu plus de douceur. Est-ce qu'on est capable de soutenir l'organisme comme individu, entreprise? 100%. Sur notre site web, Ensemble pour le respect de la diversité, vous pouvez faire un don, 1 pièce, 100 pièces, 1 million, ce que vous souhaitez. Mais sinon, c'est en nous suivant aussi, en partageant le message, juste en nous faisant connaître auprès des personnes qui ont des besoins, parce que dès qu'une école ou une entreprise nous découvre, ils font enfin une solution. J'aimerais juste dire, si quelqu'un donne $1 million, suite à cet épisode, je m'attendrais quand même à une petite ristourne de ta part. Ça va me faire plaisir de faire un petit cadeau, t'inviter à souper. Je blague. Le site, donc, ensemble-rd.com. C'est ça, on peut donner, faire un don, c'est bien en évidence sur le site. Merci d'avoir été avec nous, Raphaël, à l'émission. Merci. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Merci d'être à l'écoute. Phil, quand même une bombe dans l'univers médiatique cette semaine et ça nous concerne quand même assez directement. Ça a été annoncé que Cube serait désormais diffusé là, au 99.5 FM à Montréal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je pense que ça va changer un peu le paysage montréalais et québécois de la radio. Ben oui, un peu. OK? Parce que, tu sais, Mario Dumont, Benoît Dutrisac, Isabelle Maréchal, Richard Martineau, tu sais, c'est quand même des gens qui sont très connus dans l'univers de la radio qui vont aller chercher des parts de marché directement au 98.5. C'est un attaque frontale. Et à Radio-Canada, j'imagine un peu, là, qui ont, je veux dire, sont derrière le 98.5, mais je veux dire, en termes de code d'écoute, surtout le matin. Là, qui est je suis d'accord, mais ça va être super intéressant. Ça va être de voir aussi comment que les annonceurs vont se placer par rapport à ça, parce que tu comprends qu'il y a un nouveau joueur qui arrive comme ça, qui est, entre parenthèses, l'underdog. Ouais. Tu sais, je pense que ça va. Moi, en tout cas, je suis super excité, puis je trouve que c'est bon pour la radio. Tu sais, c'est bon qu'il y ait une autre station après la décision d'affaires
de week-end, là, de la radio, de se retirer. Fallait une nouvelle radio, possiblement parler / musicale. Puis je pense que ça va... Tu sais, la radio musicale, je sais pas quoi en penser, là. Puis tu sais, je veux pas m'improviser un expert, mais tu sais, j'ai la radio parlée, bon, il y a les balados, mais il y a cette idée un peu d'écouter en temps réel. Tu sais, moi, comme j'en parlais à quelqu'un là, à l'époque de Paul Arcand, là, je ne veux pas faire de la pub au 98.5, mais j'aimais beaucoup Paul Arcand. Je m'ai beaucoup accompagné dans ma propre... Quand il arrivait quelque chose, je voulais savoir ce qu'en passait Arcand. Puis à la limite, Mario Dumont, tu sais, mettons. Là. Puis là, Paul Arcand est parti, puis honnêtement, moi, l'agacé. Mais tu sais, je trouve que souvent, la radio parlée en live, c'est comme ça s'est collé sur ce qui se passe là. La musique, encore une fois, je suis très fan de la musique, mais on peut l'écouter sur demande, on peut se faire des playlists. J'ai l'impression que notre consommation musicale a beaucoup plus progressé que notre consommation médiatique en sens radio parlé. Fait que là-dessus, puis on le voit même dans le code d'écoute, il y a encore beaucoup de gens qui écoutent le FM dans le char, à la maison. Ouais, mais d'un côté, je sais pas pour toi, mais moi, j'écoute pas la radio musicale. Non, c'est ce que je te dis. La radio musicale, moi, c'est entièrement devenu Spotify. Par contre, il y a des gens que j'aime écouter. Mario Dumont en faisait partie, Benoît Dutrisac, moi aussi, j'aimais Arcand, etc. Tu vas encore pouvoir l'écouter. Là, non, mais c'est ça, je te dis. Non, mais c'est ce que je trouve le fun, c'est que là, on revient un peu, puis j'ai pas les dessous de la transaction, puis tout, mais on revient par la porte d'en arrière. Cube arrive par la porte d'en arrière, puis c'est un modèle hyper intéressant. Puis encore une fois, moi, je pense que pour les annonceurs, on fait ça pour deux choses. Les auditeurs, OK, ça leur donne d'autres. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit, là, Phil, qui m'ont dit comme enfin. Non, mais il y avait juste puis la barrière de se connecter à un site web dans l'auto ou peu importe le contexte de consommation du contenu, aller sur cube.ca. Puis encore une fois, moi, je suis le premier à aller sur des sites web consommer des contenus, mais je pense pour certaines personnes, le fait que ça va être le petit Python, là, 99.5, c'est super drôle. Moi aussi, j'ai eu la même. J'ai des gens qui m'ont écrit quand on a appris la nouvelle lundi. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire Philippe, on va finalement pouvoir t'équiper entre Québec et Montréal. C'est excellent. Ben, bref, écoute, c'est vraiment excitant. Puis l'autre affaire qui est une réflexion, puis encore une fois, là, c'est sûr que c'est un sujet sensible puisque nous en faisons partie, mais tu parlais d'Underdog. Cube a toujours été comme le nouveau venu expérimenter des choses. Cube.ca, puis après ça, bien évidemment, c'est sur YouTube. Après ça, c'est sur Spotify. Là, c'est à la télévision. Puis, tu sais, les caméras, je me rappelle quand ils ont fait leur entrée dans le studio, tu sais, OK, il faut s'habiller, puis on peut plus faire les chroniques juste au téléphone, il faut se connecter avec le système vidéo. Là, de passer au FM, tu sais, d'une certaine façon, je me demande si on veut rester l'underdog, puis cet effet-là va continuer culturellement. Je pense que l'équipe ici, on a un petit côté revendicateur comme underdog, mais à un moment donné, est-ce que ça va se normaliser puis on va être comme un autre joueur? C'est une réflexion que j'ai, puis encore une fois qu'on pourra soumettre à nos patrons. Mais j'espère qu'on va rester ce laboratoire. Moi, j'ai toujours vu comme un laboratoire. Nos patrons nous laissent beaucoup de lassitude, Francis, pour essayer des 100%. Choses tant qu'on leur en parle, etc. Mais je pense que c'est ce qui a préparé la table pour qu'on revienne au FM. Puis là, j'espère qu'on va pas continuer à essayer des choses. Vraiment, vraiment le fun. En tout cas, belle nouvelle. Vous pouvez évidemment toujours... Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio ou nous texter. Il y a un petit numéro texto. Phil, Richard Bertrand, Francis Gosselin. Vous pouvez nous trouver LinkedIn, puis Facebook. Plus Facebook. Mais LinkedIn, oui. Je vais te convaitre. Tu vas revenir. En tout cas, les médias sociaux, écrivez-nous. Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions d'invités. On prend tous vos commentaires. Toujours un plaisir. Puis on se revoit la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.